Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter nos affiches à suivre d'ici la fin de la saison. Et c'est Charles qui me rejoint immédiatement au micro pour me faire part de ses propositions. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on a quelques actus à traiter avant de lancer nos choix des matchs à ne surtout pas manquer d'ici la conclusion de cette saison régulière. Première chose, on arrive un peu tard sur la nouvelle parce qu'on a privilégié le mailbag la semaine dernière, mais on voulait quand même avoir un mot pour la retraite de Chris Paul, annoncé il y a une dizaine de jours à peu près. Il avait annoncé au début de la saison que ce serait sa dernière, avant d'être coupé par les Clippers. Toi et moi, on en a parlé. On pensait qu'il allait terminer sa carrière dans cette franchise qu'il a aidé à mettre sur le devant de la scène NBA après des années d'incompétence crasse sous la direction de Donald Sterling. 21 ans de carrière, un meneur de jeu exceptionnel, un des tout meilleurs de l'histoire de ce sport, qui n'aura jamais réussi à remporter le titre. C'est pas passé loin avec Houston et Phoenix, mais il l'aura jamais eu, ce Larry O'Brien Trophy, Charlie. Et voilà, c'était important quand même de souligner Chris Paul parce que c'est quand même un joueur qui, pour moi en tout cas, reste dans ce que j'ai... Enfin, depuis que je suis fan, c'est un joueur qui a énormément compté, je trouve, à l'échelle de la Ligue. Je sais pas si c'est un avis partagé par beaucoup de fans, mais moi, j'ai été passionné par la carrière de Chris Paul. Bah ouais, c'est la carrière d'une vraie légende de la NBA, c'est un des joueurs les plus importants de sa génération, enfin c'est le point god quoi, Ouais. c'est un des meilleurs meneurs de jeu de l'histoire, le premier joueur NBA à avoir inscrit 20 000 points et fait 10 000 passes, il a été je sais pas combien de fois meilleur passeur de la ligue, meilleur intercepteur, en total de passes décisives et d'interceptions, il est deuxième de l'histoire derrière l'intouchable Stockton, enfin voilà, c'est un mec, c'est impossible de suivre la NBA dans les années, dans les 2 dernières décennies en passant à côté de Chris Paul. Il a je sais pas combien de sélections All NBA Team, All Defensive Team. C'est vraiment un des visages de la ligue de ces 20 dernières années et franchement, moi je suis triste que la fin se soit passée comme ça. Hein. Je pense que sa carrière méritait vraiment une sortie différente. J'en veux aux Clippers parce que je suis sûr qu'il y avait moyen de gérer les choses différemment. Alors, je conçois tout à fait que le caractère de Chris Paul soit pas facile et qu'il puisse déplaire, mais enfin, quand tu le fais revenir, tu sais bien qu'il va pas juste se contenter de s'asseoir dans un coin et de regarder. Ça fait partie du joueur et de l'homme qu'il est. Donc un peu triste, surtout que c'est pas comme si les Clippers étaient des contenders, c'est que le caractère de Chris Paul avait été un obstacle à leurs ambitions, tu vois. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, je sais que certains trouvent qu'ils ont eu raison parce que les résultats se sont améliorés après son départ. Moi, j'estime qu'ils auraient pu faire les choses plus dignement et que Chris Paul le méritait. Oui, c'est vrai que c'est dur de faire mentir les chiffres aujourd'hui concernant les Clippers. Les résultats sont là. Donc c'est dur de dire que Lawrence Frank et le front office n'ont pas eu raison de faire ce qu'ils ont fait, étant donné que il y a eu une amélioration dans les résultats quasi instantanée. Ouais, mais il y avait des manières de le faire quand même. Non, mais je suis absolument d'accord avec toi. Je regrette quelque part que Chris Paul ait fait ce choix, enfin se soit dirigé vers les Clippers. Après, je comprends bien, il y avait plein de choses qui étaient positives tant au niveau symbolique que je pense aussi d'un confort de vie, parce que je crois que sa famille est installée à Los Angeles depuis le temps. Ouais. Donc ça cochait énormément de cases de son côté. Mais voilà, ça reste une carrière exceptionnelle. Moi, Bien j'ai sûr. été transporté par ce type. Partout où il est passé, il a toujours eu un impact positif. Il a toujours amélioré, élevé le niveau et de ses coéquipiers et de l'équipe en général. Aux Hornets, il a eu quand même d'excellents passages. Je me souviens de playoffs, de combats face aux Spurs notamment, quand il était avec David West et Tyson Chandler. Ils avaient eu une série en 7 matchs face aux Spurs qui était mémorable. Je sais plus quelle année c'était exactement, si c'était 2007 ou 2008, un truc comme ça. Mais c'était absolument extraordinaire. Il y avait eu un premier tour de playoff également face aux Lakers. Je crois que c'était 2009. Où c'était un joueur, Chris Paul, qui était absolument intenable. Il décochait son shoot avec son petit dribble sur le côté et son espèce de fade-away en tête de raquette qui était absolument imprenable. Il a utilisé ça toute sa carrière. Il y a eu ce passage à Houston où ils étaient à 2 doigts. Ils étaient à une cuisse de Chris Paul de potentiellement éliminer une équipe des Warriors jugée absolument imprenable, imbattable, à l'époque où James Harden était vraiment excessivement fort. Et je pense qu'il y aurait eu vraiment
une opportunité pour cette équipe des Rockets de s'imposer. On le saura jamais. Et puis finalement, ce passage aussi à Phoenix, où ils vont jusqu'en finale. Enfin, Chris Paul atteignait ce stade de la compétition et puis ils sont tombés sur des Bucks portés par Giannis Antetokounmpo. Ils menaient 2-0. Pareil, je pense que t'es fan de Chris Paul, t'es fan des Suns. Tu l'avais excessivement mauvaise à ce moment-là de perdre de cette manière, alors que ça semblait, il a jamais été aussi proche qu'à ce moment-là. On peut citer d'autres passages marquants dans sa carrière. Je maintiens que son passage au Thunder a été excessivement important dans le développement de cette équipe, dans le développement de Shai Gilgeous-Alexander. Brillante décision de la part de Sam Presti que de faire venir Chris Paul dans cet effectif à ce moment-là. Ils font ses playoffs dans la bulle, je crois. En 2020, ils se font éliminer par les Rockets en 7 matchs, un truc comme ça au premier tour. Mais c'est je pense, une série de playoffs qui compte dans l'évolution de cet effectif, dans sa globalité. Et Shai Gilgeous-Alexander dans son rôle de leader, je n'en démordrai pas. Donc voilà, et puis son passage aux Spurs, pareil, qui peut sembler anecdotique à l'échelle de sa carrière, mais qui pour moi a compté énormément. Ouais, et puis visiblement, lui, il a beaucoup apprécié son passage aux Spurs. J'ai vu quelques extraits traîner sur les réseaux sociaux récemment. Il a fait, je sais pas très bien comment appeler ça. Il faisait visiter sa baraque, en gros, à des streamers, je crois, ou des youtubeurs. Et en fait, il montre plusieurs cadeaux que lui ont fait les Spurs au moment de son départ. Et il explique à un moment que c'est la meilleure organisation pour laquelle il a jamais joué, tu vois. Donc on sent qu'à San Antonio, on sait traiter les légendes, quoi. Ouais, il y avait eu des vidéos de lui dans le vestiaire et tout ça, avec les joueurs, quelques vidéos sur ses rapports avec les jeunes, et tu voyais bien qu'il était apprécié. Enfin, c'était dur de. Je comprends bien qu'il y ait les caméras et tout ça, mais ça aurait été compliqué de faire du fake jusqu'au bout, et pour le coup, ça semblait pas, quoi. Ouais. Donc voilà, Chris Paul, respect absolu pour ce joueur. C'est clair. Vraiment une légende. Ouais. Vraiment une légende, quoi. Rien d'autre à dire. Puis on peut parler aussi de son gabarit. Je veux dire, pour le coup, lui, c'est un joueur qui a une taille humaine, qui ressemble à peu près, qui a à peu près notre physique. Je veux dire, en termes de taille et tout ça. Enfin, c'est un joueur qui paraît à peu près normal. C'est un des rares joueurs NBA qui est plus petit que moi, et ça se fait. Et donc, ça rend d'autant plus fou ce qu'il pouvait faire sur un terrain de basket, et la domination qu'il pouvait avoir sur un terrain. Ça reste. Je suis quand même. Enfin, voilà. C'est un des joueurs qui m'a le plus marqué, sincèrement, de toute la période où j'ai été fan de ce sport. Donc, ouais, c'est un des meilleurs cerveaux basket que moi j'ai vu sur un parquet, c'est clair. Ouais, complètement. Sa façon de réfléchir le jeu est absolument captivante. J'ai beaucoup appris sur le basket et sur qu'est-ce qui fait gagner ou pas une équipe, comment tu as un impact défensif, offensif, comment t'emmènes un collectif en regardant Chris Paul jouer. Très sincèrement. J'ai énormément appris en tant que fan sur le sport que j'estime connaître un petit peu et dont j'essaye de partager ma passion dans ce podcast, mais j'ai trouvé que c'était un joueur où tu arrivais à percevoir justement ça, les subtilités. C'est un joueur qui maîtrisait les subtilités du jeu. Alors des fois de façon presque caricatural, tu vois, quand il arrivait à faire siffler des techniques parce que tu avais un joueur qui avait mal remis son maillot dans son short ou je ne sais quoi. Enfin, t'avais des trucs un peu un peu incroyables comme ça. Mais c'est un joueur qui me faisait rire. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis tu vois, c'est aussi au-delà du joueur et du cerveau qu'il était. Enfin voilà, c'est tout à fait le genre de mec. Tu le vois sur un parquet, bah t'es content de l'avoir avec toi. Par contre, quand il est en face, quelle plaie, quoi. Ouais, c'est clair. Dans l'actualité, on a aussi eu Dylan Brooks qui s'est fracturé la main face à Orlando la nuit dernière. Il pourrait manquer un certain temps selon Shams Charania. Tu m'as fait suivre d'ailleurs la news. Il devrait être absent entre 4 et 6 semaines. C'est un coup dur pour les Suns qui n'ont décidément pas été épargnés par les blessures cette saison. Jalen Green, qui a quasiment manqué la quasi-totalité de cette saison, a enfin fait son retour dans l'effectif. Mais Devin Booker, qui s'était fait une entorse avant le All-Star Game fin janvier, est sorti l'autre jour après une blessure à la hanche. Grayson Allen a manqué, lui, 21 matchs cette saison. Et on a bien vu, quand il joue, l'importance qu'il peut avoir sur le parquet. Jordan Goodwin s'est, lui, blessé au mollet.
Euh, les Suns font partie de ces équipes qui vont probablement atteindre le play-in, qui sont une des plus belles histoires de cette saison, combativité, un résultat inattendu. Tout le monde les voyait vraiment finir au fin fond de la conférence Ouest. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais ouais, là j'ai l'impression qu'ils sont quand même, ils vont arriver en play-off. Ça va être difficile. Je sais pas s'il y a une chance de voir cette équipe complète et en rythme en play-off. Ouais, J'aimerais que ce soit le cas. ouais, mais effectivement, ça va être difficile. Bah, après, ça va aussi dépendre du timing des retours des uns et des autres. Il me semble que Booker, ça devrait pas être trop long. Je crois qu'il parlait d'une semaine avant réévaluation, mais c'est clair que c'est un gros coup dur, hein. Tu l'as dit, c'était une des équipes surprises de cette saison. Ils sont, bah, au moment où on parle, ils sont aux portes du top 6 à l'Ouest. Et c'est quand même vraiment solide. Et on l'a dit plusieurs fois, Dion Brooks était extrêmement important dans cette belle saison. Donc c'est une nouvelle absence, après celle de Booker, après celle de Goodwin, après celle d'Allen, tout ça, tu l'as déjà rappelé, mais ouais, ça tombe. Alors, l'avantage qu'ils ont quand même, c'est que bah, ils vont pas sortir des places qualificatives pour le play-in, hein. Il y a un vrai écart qui s'est créé aujourd'hui entre la 10e place qui est occupée par les Clippers et les Grizzlies 11e. Mais enfin, c'est vraiment dommage parce que ça leur met des bâtons dans les roues alors qu'ils faisaient vraiment des choses intéressantes. Bon, après, l'avantage, c'est que Dion Brooks, il apporte pas que sur le parquet, c'est aussi le genre de mec qui, par sa présence, par son caractère, va apporter de l'exigence dans un groupe, aider à cimenter un collectif, forger une culture. Donc ça, j'imagine que cet apport-là, il existera toujours. Euh, mais au-delà de ça, Dion Brooks, cette saison, c'est aussi le deuxième scoreur des Suns. C'est un mec qui est important défensivement, qui est garant d'une certaine intensité. Tout ça, il faudra le compenser. Et c'est pas facile à faire. Et effectivement, la question de dans quel état est-ce qu'ils vont arriver au play-in va se poser, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Je me demande s'il y a beaucoup de. Je sais pas trop, tiens, s'il y a beaucoup de fans des Rockets qui regrettent Dylan Brooks. Non pas que tu es dégoûté d'avoir Kevin Durant dans ton équipe, mais je me demande à quel point tu regrettes l'identité qu'il apportait à ton équipe. Mais est-ce qu'il n'y avait pas eu une espèce de lassitude qui s'était créée aussi à Houston avec Dion Brooks? Tu crois? Moi, j'ai pas eu l'impression, non? Moi, j'ai parfois eu c'est un peu ce Ok, sentiment-là, mais je me trompe peut-être, hein, c'est vraiment du perceptif, tu vois, j'ai pas d'accord. d'informations à ce sujet, quoi. Eh, moi, j'avais pas eu cette sensation. Et très sincèrement, quand tu vois le travail qu'il a bas à Phoenix et l'impact qu'il a eu quasiment partout où il est allé, et je comprends bien le côté très énervant que peut avoir ce joueur, mais, euh, Et mais moi, de mémoire, sur la fin à Houston, il avait quand même, enfin, pas sur la fin, mais plutôt genre vers ah oui? 2023, il y avait peut-être avant, je sais plus, mais il y avait eu des suspensions, des trucs comme ça qui étaient mal passés. Mais je me plante peut-être, hein, je me rappelle plus exactement très bien. Ouais, je pense que s'il y en a un qui le regrette, c'est peut-être Ime Udoka. Ouais. Ah non, mais ça, je pense que c'est coéquipier. Par contre, moi, je parlais des fans, tu vois. Je pense Ah ouais, qu'effectivement, bien, quand c'est j'ai compris. Ouais. coéquipier, t'es toujours plus content d'avoir un Dion Brooks avec toi que contre toi, hein. C'est clair. Pat Riley a été honoré par les Lakers avec une statue de bronze qui va trouver sa place auprès des autres légendes de la franchise, notamment Jerry West, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ou encore le commentateur Chick Hearn. Il a remporté un titre en 1972 en tant que role player avant de dominer les années 80 en tant que coach. Il a gagné 4 titres en 1982, 1985, 1987 et 1988. Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar étaient présents, Dwayne Wade également, Michael Douglas était présent, et il y avait plein d'autres joueurs de l'histoire des Lakers qui étaient présents dans le public également. Pas que, hein, Alonzo Mourning était là aussi, mais il y avait James Worthy, Jamal Weeks, Norm Nixon, Bob McAdoo, AC Green, Kurt Rambis, Byron Scott, bref. Il y avait tout le gratin historique de la franchise. Et voilà, et honneur tout à fait mérité, Charlie, pour du côté des Lakers. Ouais, bah, bien sûr, c'est clair, hein, c'est un vrai personnage, c'est une légende de la NBA et des Lakers. Le nombre d'anecdotes qui entourent ce mec est absolument incroyable. Il a marqué plusieurs générations de joueurs et de suiveurs de la ligue. Tu l'as dit, avec les Lakers, il a remporté un paquet de titres. J'ajoute celui de 1980 en tant qu'assistant. Ouais, Euh, c'est un mec qui est vraiment qui laisse personne indifférent. Au moment où les Lakers avaient communiqué sur cette statue, je me rappelle que Ginny Buss lui avait rendu hommage en disant qu'il avait été un précurseur pour énormément de coachs et d'équipes NBA dans son approche du jeu, dans sa préparation des matchs, dans son professionnalisme, dans sa manière d'agir au bord du parquet.
Voilà, c'est une immense légende de la NBA et des Lakers. C'est très bien qu'il ait été honoré de la sorte. C'est juste dommage que dans la foulée, les Lakers se soient pris une claque par les Celtics, mais en réalité, c'est anecdotique. C'est voilà, Euh, l'hommage était logique et voilà, vraiment personnage absolument incontournable de l'histoire de la NBA. Ouais, non, mais totalement. Oui, c'est pas que les Lakers, mais effectivement, les Lakers, c'est le Showtime, c'est une période adulée par les fans de la franchise et à juste titre, parce que c'est lui qui a un peu débloqué tout ça. Et même culturellement, Pat Riley a eu une importance dans les années 80. Bah, justement, Michael Douglas avait par exemple, adopté la coiffure de Pat Riley pour son film Wall Street. Euh, de, et ça, le genre de détail qui me fait toujours rire. Euh, voilà. Et puis après son passage au Knicks, après le Heat, et encore aujourd'hui, c'est un mec ultra respecté dont le style est absolument inimitable. Donc ouais, bravo les Lakers de prendre les devants et de faire ça maintenant. Tout à fait. On va passer au sujet principal. Les matchs, j'en ai choisi 3. T'en as choisi 3. Ça peut être des affiches entre des contenders favoris pour le titre. Ça peut être n'importe quoi, ce qu'on veut. Voilà, on s'est partagé, toi et moi, nos affiches. Et je te donne, Charlie, l'honneur de commencer et de présenter ton premier choix. Écoute, je vais commencer par le match qui n'oppose pas des équipes contenders. Je vais commencer donc par le match entre Dallas et Charlotte, qui aura lieu, je crois, le 3 mars. Et écoute, c'est l'épisode 2 entre Cooper Flag et Con Canupel. Moi, j'ai adoré leur premier face-à-face. Ouais. Les deux ont brillé, montrant qu'ils sont deux rookies exceptionnels et que leur rivalité amicale pourrait devenir un des grands rendez-vous des années à venir. On a souvent dit ces dernières années que les Américains avaient cédé du terrain par rapport aux joueurs internationaux. Là, ils ont franchement deux jeunes absolument exceptionnels. Donc j'ai choisi ce match-là aussi parce que donc je voulais pas prendre que des affiches qu'on pourrait voir comme des apéritifs des playoffs, mettant aux prises des contenders, même si on se rapproche de la fin de la régulière et qu'on commence tous à regarder d'un œil particulier ces matchs-là. Là, on a deux mecs de 19 et 20 ans qui réalisent des saisons rookies hors normes, qui sont au coude à coude pour le titre de rookie de l'année et qui, si tout va bien, auront à cœur de marquer des points dans ce match. Et vraiment, le match de fin janvier, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était quelque chose de fou. Enfin, Canopel commence extrêmement fort, il met 12 points dans le premier quart-temps à 4 sur 5 à 3 points. Cooper Flag répond dans le deuxième quart-temps en étant injouable, il met plus de 20 points, il met toute sa panoplie, il y a du gros dunk, ça drive, ça va chercher le N1, ça sanctionne à 3 points. Enfin, vraiment, le mec fait la totale. Retour des vestiaires, il continue. Canopel n'abdique pas, le match est serré, il continue à enquiller les 3 points. Derrière, il y a la Melo Ball qui est aussi dans un très bon jour en termes d'adresse. Vraiment, on a une vraie fin de match avec un scénario parfait. Canopel qui intercepte une passe de Flag, qui obtient une faute du même Cooper Flag, qui met ses lancers pour permettre à Charlotte de prendre 2 points d'avance. Derrière, t'as forcément la dernière possession pour Dallas, et évidemment, c'est Cooper Flag qui l'obtient et qui tente un tir désespéré et raté. Mais vraiment, le match de fou, Cooper Flag qui finit à 49 points, 10 rebonds, 3 passes, Canopel qui finit à 34 points et 8 sur 12 à 3 points, l'action décisive pour aller chercher la win, enfin, vraiment du très très lourd. Donc je vais sûrement pas louper le deuxième et dernier affrontement entre ces deux équipes et j'espère vraiment que ça sera dans la lignée du match précédent et franchement j'espère que cette rivalité entre les deux, même si je sais qu'ils sont hyper proches, hein, ils étaient coéquipiers à Duke, je crois qu'ils étaient dans la même chambre à l'université, ils sont pleins d'éloges l'un pour l'autre. On n'est pas du tout sur une rivalité pleine d'animosité, mais sur le parquet, ils se font pas de cadeaux et j'espère vraiment que cette rivalité-là, elle va perdurer dans les années à venir et que ça va devenir un des points d'attrait de la NBA. C'est vrai, c'est surtout deux jeunes joueurs, effectivement, qui sont absolument impressionnants sur un parquet et dès leur entame de carrière. Je veux dire, ils n'ont pas attendu très longtemps avant avant d'enchaîner des performances qui laissent présager une carrière absolument folle pour les Ouais, deux, c'est quoi. clair, c'est clair. Et comme tu le sais déjà, et les éditeurs réguliers du podcast le savent aussi, Con Canopel, je suis extrêmement sensible à son jeu, à la façon dont il joue, notamment en termes d'efficacité. Je trouve que c'est un joueur d'une intelligence absolument
redoutable pour son âge. Quand tu vois, je sais plus, il a 43% à 3 points, un truc comme Ouais. ça. Il prend Avec que un des bonnes, volume énorme. voilà, il prend que des bonnes décisions. Il tire jamais la couverture sur lui. Ça a pas l'air d'être quelqu'un d'arrogant ni de. Enfin, je trouve qu'il a une attitude absolument exemplaire sur le terrain. Cooper Flag, c'est pareil. Le mec a été mis dans une position qui est absolument impossible, avec des espoirs démesurés. Il est censé effacer l'ardoise Luka Doncic. Il a commencé l'année avec l'ombre de Nico Harrison, Anthony Davis et la responsabilité de consoler une fanbase alors qu'il n'a rien demandé, lui. C'est clair. Je veux dire, c'est quand même une position de merde pour commencer ta carrière. Ouais, et En puis même sur plus, le parquet, ils l'ont pas mis dans le confort, quoi. oui, voilà, mis dans une position à un poste et des responsabilités balle en main qui n'auraient jamais dû être enfin, la manière dont il débute sa carrière. Et franchement, il s'en sort largement avec les honneurs. Moi, c'est ce que je retiens de ces deux joueurs-là. Et c'est ce que j'aime bien dans les joueurs là, de la nouvelle génération, en tout cas chez certains profils, c'est l'attitude. L'attitude et le caractère que ces joueurs-là démontrent. VJ Edgecombe, c'est pareil également. Je trouve qu'il y a vraiment... aujourd'hui, t'es fan NBA, tu découvres la ligue, t'as tout un noyau de jeunes joueurs sur lesquels tu peux commencer à poser les yeux et à suivre. Alors, effectivement, j'entends déjà certains qui vont dire ouais, mais attends, il y en a qui ils ont beaucoup de déchets et ainsi de suite. Ouais, d'accord, pourquoi pas, c'est Encore pas heureux, faux. c'est des gamins. Encore heureux, c'est normal. Et toutes les stars NBA qu'on a dues aujourd'hui sont passées aussi par là. Donc ça me semble tout à fait normal. Mais très franchement, que ce soit Cooper Flag et Duncan Apple, pour parler du match que tu mets en avant, euh, ce sont deux joueurs qui déjà montrent, je trouve, pour leur âge, une maturité folle en vérité, quoi. Par rapport à l'âge qu'ils ont, c'est rare de voir ça. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est exactement ça, en fait. Enfin, vraiment, quand tu les vois jouer, c'est difficile de se dire que ces mecs-là sont des rookies qui découvrent la NBA. On a vraiment l'impression qu'ils sont en complète maîtrise des événements, qu'ils comprennent très bien ce qui se passe sur le parquet, qu'ils savent s'adapter aux circonstances. Vraiment, moi, j'avoue que les deux m'impressionnent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. T'as un favori pour la course au rookie de l'année ou pas du tout? Bah, moi, je pense que Cooper Flag l'aura, parce que je pense que c'est un peu le sens de l'histoire, qu'il était ultra attendu, qu'il répond présent, etc. Maintenant, je pense que Canupel le mérite tout autant, donc je t'avoue, qu'un des deux l'ait, pour moi, ça change rien. Donnez-leur aux deux, au pire, ex aequo, ça sera très bien. Ouais. J'ai trop vu de gens qui affirment absolument que Cooper Flag doit être rookie de l'année. Et je t'avouerais que ça m'énerve. J'aime pas les gens qui essayent d'imposer comme ça un joueur dans un débat qui mérite mieux, en fait. Je trouve que Knupel a largement démontré il méritait d'être nommé dans cette conversation et qu'il n'y a pas du tout, il y a pas du tout un boulevard absolu pour Cooper Flag. Justement, c'est ce qui rend la chose intéressante et c'est pour ça que ton choix, je l'aime beaucoup. C'est parce qu'effectivement, ce face-à-face entre deux rookies, deux anciens coéquipiers de Duke, deux jeunes joueurs qui sont en train qui ont tiré le meilleur parti de leur première saison en NBA, ça mérite qu'on s'y attarde, ça mérite qu'on en discute et de pas tirer des conclusions comme ça dès le mois de février ou je sais pas quoi. Enfin, je trouve ça feignant en fait comme position. Ouais, ouais, et puis vraiment, effectivement, je pense que c'est un peu mépriser ce que fait Con Canupel et ce qu'il apporte sur le Ouais. parquet. Et je pense sincèrement que si vous croyez qu'il n'y a aucun débat entre les deux, vous devriez plus regarder Charlotte. Je veux dire, si les Hornets terminent en playoff, il y a un moment où Concanopel, je veux dire, c'est l'impact qu'il a eu sur cette saison des Hornets est absolument colossal, quoi. Et avec un résultat, pour le coup, concret, qui est de pousser cette franchise qui est. Je sais pas qui avait dans sa carte au début de saison les Hornets en playoff potentiellement, mais pas beaucoup, je pense. Aujourd'hui, tout d'un coup, on a l'impression que ça paraît normal, mais je pense pas que ça l'était pour énormément de gens. Donc, Ouais, et puis c'est pas encore fait, quoi. non, tout à fait. Mais là aujourd'hui, ils sont quoi? Ils sont 10e avec 3 Ils victoires sont, d'avance.
Voilà, ils sont 10e, ils sont plutôt dans une bonne dynamique. J'ai hâte que Moussa Diabaté revienne. Il va pas tarder, je crois, il va revenir là, avec Miles Bridges. Donc, très franchement, je croise les doigts pour que les Bucks ne remontent pas sur eux et que ça passe. Mon match à moi, ça va être Cleveland contre les Pistons le 28 février. Les Cavaliers, là, ont remporté 8 de leurs 10 derniers matchs. La greffe, James Harden, pour l'instant, semble fonctionner à merveille. À quel point on doit prendre cette équipe au sérieux, à quel point il représente un réel challenger au sein de la conférence Est. Je trouve que cette rencontre face à Détroit, même si, attention, hein, j'ai bien conscience que les matchs de saison régulière ne sont pas du tout forcément, c'est pas l'indicateur absolu pour savoir ce que ça va donner en playoff, loin de Non, là. mais ça reste quand même très intéressant. Mais là, rencontrer cette équipe de Détroit, je trouve que c'est un bon moyen d'analyser un petit peu l'état de forme et de se retrouver face à une équipe qui, aujourd'hui, est absolument le leader incontesté de cette conférence Est. Et pour les Pistons, idem. Je pense que c'est vraiment l'occasion de confirmer leur position de domination dans la conférence. Là, ils ont écœuré les Knicks qui étaient au complet au Madison Square Garden, alors qu'ils n'avaient pas Jalen Duren, pour le coup, dans cette rencontre. Les Pistons, c'est très très sérieux. Je t'ai déjà dit, Charlie, que pour moi, il y a potentiellement un manque de shooting une fois que les playoffs arriveront. Ce fameux duo Jalen Duren-Ozar Thompson, est-ce que ça va survivre dans un contexte playoff? J'en sais rien du tout. J'affirme pas que ça va absolument être le naufrage, mais voilà. Mais très sincèrement, cette équipe des Pistons, pour l'instant, déroule, domine. Tu regardes le net rating, il est absolument limpide depuis le 1er janvier. C'est l'équipe la plus dominante de la Ligue, pas que de la conférence Est, de la Ligue. Donc, face à Cleveland, ça va être aussi intéressant de voir ça. Parce que Cleveland, pour le coup, ils sont dans cette phase d'euphorie depuis l'arrivée de James Harden. Donc, pour moi, ça sera un bon moyen de jauger un petit peu cette équipe. En fait, c'est marrant parce que la Détroit, ils vont vivre une semaine. Ouais. C'est infernal. C'est-à-dire que cette nuit, ils jouent les Spurs, là. Cette nuit, les Spurs. 2 jours après, OKC. 2 jours après, Cleveland. Ensuite, Orlando, Cleveland à nouveau, San Antonio à nouveau. C'est vraiment une semaine qui va nous en dire plus sur leur capacité à résister. Mais oui, en fait, bon, moi, la première question que j'ai envie de te poser, évidemment, c'est de savoir si le regain de forme des Cavs depuis le retour d'Harden te rend confiant sur leur capacité à réaliser une grosse campagne de play-off. Moi, par grosse campagne de play-off, évidemment, on entend faire mieux que la saison dernière où ils avaient perdu en demi. Moi, c'est des affiches les affiches contre Détroit sont hyper intéressantes. Déjà parce que forcément Cleveland est une équipe qui est intrigante. Aucune grosse équipe n'a connu un changement aussi important qu'eux à la deadline. Le changement Garland-Harden, c'est presque une révolution dans le jeu. Donc évidemment, on a envie d'en voir plus. Moi, à l'instant T, mis à part m'appuyer sur ma conviction profonde que James Harden n'est pas un mec qui te fait gagner en play-off, j'ai quand même assez peu de certitude. Donc oui, ça va être intéressant. Certes, on a un petit échantillon avec Harden, mais enfin, bon, il y a 6 matchs, 3 victoires face à des équipes qui tankent, Sacramento, Washington et Brooklyn. Il y a des victoires face à Denver et Charlotte. Il y a une défaite face à OKC. Pour l'instant, on n'en sait pas assez. Moi, j'ai aussi des doutes sur Détroit. Au-delà du manque de shooting que tu as évoqué, il y a aussi le manque de création derrière Kate Cunningham. En fait, qu'est-ce qui se passe si un jour il tombe sur une équipe qui arrive un peu à gêner Kate Cunningham, à l'isoler, qui va prendre le relais derrière? C'est un peu compliqué à dire. J'avoue que j'ai assez hâte de voir. De toute façon, il faut qu'on en voit plus des Cavs parce qu'il faut qu'on comprenne mieux comment ça se passe avec Harden, qu'est-ce que Atkinson a mis en place. C'est clair que si Cleveland venait à s'imposer avec de la maîtrise face à Détroit, il y a 2 matchs en plus, 2 matchs séparés de quelques jours, ça me pousserait forcément à croire un peu plus en eux, même si tu as raison, ça reste de la saison régulière, c'est pas les playoffs. Mais n'empêche que ce serait important, et puis ce serait aussi hyper important pour le classement, parce qu'en fait, aujourd'hui, à l'Est, entre la 2e place de Boston et la 4e des Cavs, l'écart, il est franchement minime, tu vois. Donc, si Cleveland commence à vraiment enchaîner des grosses séries de victoires, pour eux, au classement, ça peut être vraiment intéressant. Absolument, ouais.
De toute façon, les Pistons, de façon certaine là maintenant, c'est une des équipes que je vais le plus regarder d'ici les playoffs. Ouais, moi aussi. Je suis, je vais me visser sur eux. Je les ai laissés tranquilles pendant un temps parce que je voyais que ça déroulait et ainsi de suite. Donc je me suis concentré sur d'autres franchises. J'ai eu ma grosse période Hornets justement où j'ai quasiment raté aucun match. Mais là, effectivement, je vais me mettre, je vais me mettre sur un régime Pistons très sérieux parce que j'ai besoin de voir comment ça va se passer et de les voir face à différents profils, comme tu l'as dit. Là, il y a un calendrier hyper intéressant qui se profile à l'horizon. Ils ont, euh, il y a plein de match-up hyper intéressants d'ici la fin de saison. Mais là, Ouais. on est dans la période peut-être la plus parlante les concernant. Ouais, non, et puis ils ont Donc, des déplacements qui sont pas faciles, hein. Ils vont se hmm. déplacer à Orlando, à Cleveland, à San Antonio, ils vont se déplacer à Minnesota, à Ouais, OKC. fin mars, début avril, voilà, il y a Minnesota deux fois, il y a Oklahoma City, à Oklahoma City, Ouais. dans l'opération. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais effectivement, c'est une des équipes que je vais le plus regarder. Euh, mais je vais me taire maintenant parce que on va reparler les deux tout à l'heure. Et puis Kate Cunningham, c'est un joueur qui aujourd'hui est en train de clairement se greffer sur le haut du panier en termes de joueurs incontournables qui pèsent dans les résultats de son équipe. Et j'ai du mal à croire qu'il soit pas plus. Je vois qu'on est là tous à s'exciter. Enfin, je vois les médias américains s'exciter sur Jalen Brown. Est-ce que Jalen Brown devrait être MVP? Pourquoi il n'est pas dans la conversation du Oui. MVP? Et maintenant, un truc MVP. Je suis désolé, mais s'il y a un joueur que je mettrais tout de suite avant Jalen Brown, c'est Kate Cunningham, quoi. Ah bah pas moi. Ah bah moi, ça fait ni une ni deux. Alors là, je vois même pas comment on peut ne pas citer Kate Cunningham. Ah, Je mais veux on le dire, cite. non mais le gars il a l'équipe, il a la meilleure équipe de la ligue aujourd'hui. Il est à la tête de l'équipe qui domine le classement de la NBA. Il est aux Pistons, qui était absolument grotesque il y a encore 2 saisons. La transfiguration de cette franchise est absolument tarée. Et aujourd'hui, lui et Jalen Duren, mais lui surtout, est le moteur absolu de cette équipe. Ah, mais tout à fait. Non, mais Donc il est je ne incroyable. comprends même pas que ce gars n'est pas dans le top 3 des conversations MVP. Et Jalen Brown, je dis pas, j'ai bien conscience, on a déjà parlé et vanté les mérites des Celtics et de Jalen Brown. Tu le sais très bien, je le mets dans cette conversation. Mais si je dois créer un ordre, je mets Kate Cunningham, mais tous les jours devant lui. Mais je crois Tous qu'il les est, hein. jours. Enfin, en tout cas, moi, sur les derniers MVP ladders que j'ai vus, Kate Cunningham, il était top 3-4, et devant lui, il y avait que Jokic et SGA, hein. D'accord, eh ben, écoute, je vais regarder sur le site de la NBA, voir qui est là. Le dernier date du 13 février. Donc, on a Shai Gilgeous-Alexander, Jokic, Doncic. What the fuck, quoi. Bah, moi, sur les derniers, justement, que j'avais vus, mais qui Et n'étaient pas Kate sur le site de la Cunningham qui est NBA. quatrième. Ouais, Ouais. Cade était passé devant Lucas, ce qui est évident. Et Wembanyama, cinquième. Je sais pas, il y a d'autres MVP ladders ou pas Tiens, le track de basketball référence. Allez, hop. Jokic, Shai Gilgeous, Cade Cunningham, effectivement. Doncic, Wembanyama, enfin, c'est dans cet ordre-là, quoi. Mais ouais, pour moi, Cade Cunningham, j'hésite pas une seconde. Jamais de la vie, j'aurais cru que les Pistons seraient premiers de la conférence Est. Déjà, j'aurais du mal à me le figurer, même si Oh, toi et moi, on était quand même assez enthousiastes l'an dernier pendant les playoffs après leur série face aux Knicks. ouais. On s'était dit, les Pistons, c'est une équipe qui est en train qui, dans cette défaite, va probablement apprendre beaucoup. Ouais, c'était Mais quand même une équipe en pleine bourre, qui était en pleine progression. ouais, Enfin, ouais. tu vois, tu m'aurais dit, Détroit sera premier et Boston sera deuxième sans Tatum, j'aurais été vachement plus surpris par Boston, pour le coup. Ça c'est sûr.
Mais pour moi, Cleveland et New York en début de saison Ouais, ouais, dans l'absolu, je suis d'accord avec ça. étaient sans nul doute les deux équipes que je voyais plutôt de façon crédible en tête de la conférence Est. Et là, non seulement ils sont en tête de la conférence Est, mais ils sont en tête de la NBA. Ils Et sont puis passés devant Oklahoma City. il y avait Donc, l'inconnu Orlando aussi, sur lequel on avait beaucoup d'espoir. Non, non, mais c'est vrai, hein, exactement. c'est vrai, c'est vrai que c'est pas un truc sur lequel j'aurais mis de l'argent, la première place de Détroit. Détroit, je l'ai placé plus, je l'ai dans le slot 4-5, on va dire, dans cette conférence Est. Si j'avais dû si j'avais dû prendre un pari, quoi. Et effectivement, mon top 3, c'était plus New York, Cleveland, Orlando. Putain, Orlando, quelle Ouais, je pense que j'aurais mis Détroit excessive 3-4, ouais. déception. Ouais, ouais. Ouais, bah ouais, Orlando, C'est, c'est... Non, mais on en parlera un jour d'Orlando, parce que quand même... on en a parlé pas mal d'Orlando. Franchement, je suis même pas sûr que j'ai encore envie de parler de cette équipe, tellement c'est la déception absolue, quoi. Ouais, justement, ça a pas évolué depuis, il serait peut-être temps de prendre des mesures. Ouais. Ta deuxième affiche, Charlie. Écoute, bah moi je vais rester du côté de Détroit, hein, histoire de pas voyager trop loin. C'est le match entre Détroit et OKC, Ouais, évidemment, bien sûr, bien sûr. qui arrive à deux occurrences encore, et c'est là dans les jours qui viennent, il me semble, puisque c'est le 25 février et le 30 mars, pardon, voilà. Bah ouais, c'est deux affrontements entre deux équipes qui dominent leurs conférences respectives, mais qui se sont pas encore jouées depuis le début de la saison. Et c'est aussi pour ça, moi, que j'ai choisi cette affiche. On est à un stade de la saison où tout le monde commence à penser aux playoffs, tout le monde commence à se demander qui va sortir de la conférence Est, qui est l'équipe qui va aller se frotter au Thunder, que beaucoup d'observateurs voient sortir de l'Ouest. Et franchement, à l'Est, Détroit fait tout ce qu'il faut, hein, pour être considéré comme la force principale. Leur saison régulière, elle est excellente. Tu l'as dit, ils viennent de taper les Knicks. Malgré le fait que Jalen Duren et Isaiah Stewart étaient suspendus, Kate Cunningham a été absolument remarquable. Là, vraiment, j'ai très hâte de voir comment Détroit va se comporter face à OKC. Donc, c'est vraiment sur le papier, je les trouve hyper convaincants Détroit. Ils ont un jeu convaincant, ils ont une belle intensité. Maintenant, j'arrive pas à être complètement convaincu encore par leur Ouais. capacité à être dominant en playoff, parce que voilà, tu l'as dit tout à l'heure, l'adresse à 3 points, le manque de créateurs au relais de Kate, c'est des éléments qui sont vraiment pénalisants, je pense, sur une série de playoffs. Maintenant, il y a quand même un scénario où OKC s'épuise sur les playoffs à l'Ouest et se pointe en finale diminuée. Donc, si c'est le cas, tout peut arriver. Mais en tout cas, ces rencontres de saison régulière, même si elles ne nous disent pas comment une série va se passer, elles peuvent au moins avoir la vertu de donner beaucoup de confiance à Détroit, de leur montrer qu'ils peuvent y arriver, tu vois, de te donner un peu cette espèce de, pas d'ascendant psychologique, parce que tu n'auras pas d'ascendant psychologique en playoff contre OKC, c'est évident, mais cette petite confiance, tu vois, ce petit truc en plus qui peut te permettre vraiment de te transcender. Franchement, Détroit, ils font absolument tout ce qu'il faut. Genre, euh, là, on parle du match récent contre les Knicks, mais même avant ça, il y avait eu deux rencontres un peu plus tôt entre les Knicks et Détroit, et les Knicks s'étaient fait exploser plus de 30 points d'écart à chaque fois. Et pourtant, les Knicks, c'est eux, a priori, qu'on voit comme l'équipe de l'Est potentiellement la plus forte en playoff. Bon, on va en parler tout à l'heure des Knicks. Ouais, tout à fait. On va en reparler tout à l'heure. J'ai plein de choses à dire sur les Knicks. Mais me provoque pas parce que sinon je vais partir dans une... Mais ouais, non, l'affiche entre Détroit et OKC, moi j'ai très hâte de voir. Alors, a priori, on n'aura pas chez Gilgeous-Alexander pour le match du 25 février, puisque les dernières nouvelles qui Ouais, datent ouais, d'il y a ouais. quelques jours disaient Il qu'il serait sera absent. réévalué dans une semaine. Voilà, Un c'est truc ça, comme au ça. moins une semaine supplémentaire. Donc, Ouais. j'espère que les deux équipes seront au complet pour l'affiche de la fin mars et que l'intensité sera au rendez-vous, parce que c'est vraiment une mise en bouche avant une possible finale NBA. Et mine de rien, là, on parle beaucoup de Détroit, mais en fait, j'aimerais bien aussi voir un gros OKC sur ces rencontres, parce que mine de rien, la saison du Thunder, elle est bien moins dominante que ce qu'on aurait pu penser il y a encore quelques semaines. À un moment, on les imaginait même essayer d'aller chercher les 73 victoires des Warriors. Ouais, on est loin Et de tout ça maintenant. voilà, finalement, on en est vraiment loin. Alors, ok, il y a eu pas mal de soucis de blessures. C'est quand même pas les seuls à avoir des soucis de blessures. Mais, les Spurs sont venus montrer au reste de la ligue qu'ils étaient prenables. Récemment, ils ont perdu face à Milwaukee, ils ont perdu face à Houston, face à Minnesota. Enfin, on n'est plus sur l'image d'un Thunder qui piétine la conférence Ouest et qui ne laisse pas une miette à ses concurrents. C'est vraiment plus ça. Ils sont toujours les favoris numéro 1 à leur propre succession, hein. Il faut pas non plus abuser, mais
mais je trouve que ces deux affiches face au leader de la conférence Est pourraient être une vraie bonne occasion de mettre les choses au point. Et c'est vrai que j'ai assez envie de voir comment OKC va défendre l'attaque de Détroit, parce que c'est la faiblesse de Détroit, leur attaque en playoff, on le sait, et face à des équipes qui vont être capables de gêner Cade Cunningham, il va falloir que JB Bickerstaff trouve des solutions. Donc peut-être que ces matchs-là peuvent aussi lui faire du bien pour ça. Et le dernier élément, mais ça c'est de manière très très accessoire, il y a aussi ce que tu évoquais à l'instant, à savoir le sujet du MVP qui entre en jeu, parce que la candidature de Cade Cunningham, elle prend de l'épaisseur ces dernières semaines. Shai Gilgeous-Alexander, il a déjà loupé 9 matchs, il devrait en rater plus dans les jours qui viennent, si j'ai bien compris, et je pense que de toute façon, OKC ne prendra pas le moindre risque avec son joueur, quitte à lui faire rater les chances de MVP. Donc peut-être que si Cade Cunningham arrive à sortir des grosses performances face à OKC, ça pourrait avoir un vrai impact dans cette course-là. En tout cas, très clairement, Cade Cunningham, je sais pas. Je sais pas si je suis fermé aux discussions de Détroit, c'est-à-dire que ça n'arrive pas jusqu'à moi, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas de Cade Cunningham comme on devrait en parler. J'ai l'impression qu'il y a peu de conversations le concernant. Et franchement, ce que fait Détroit cette saison, ça reste quand même complètement taré, quoi. Et tout à l'heure, on parlait de Pistons face à Cleveland. Il y a aussi l'histoire de J.B. Bickerstaff, qui était coach des Cavaliers, qui a été écarté, qui est aujourd'hui aux Pistons, et qui caracole en tête de cette conférence Est. Et les duels avec Cleveland, ça va être... Il y a cette histoire aussi qui existe. Faut pas se leurrer. Il y a forcément quelque chose de personnel là-dedans. Ouais, bien sûr. Et sur le cas Cade Cunningham, moi, il y a un truc que j'ai lu de la part de fans de NBA, mais pas... Enfin, c'était des Américains. En gros, ce qu'ils disaient, les mecs, c'est que ses stats étaient en baisse par rapport à la saison dernière, et donc rien que pour ça, ça devrait être un obstacle sur le fait d'être vraiment candidat au MVP. Je trouve que cet argument n'a aucun sens. Ouais, tout à fait. On va rester sur l'histoire des Pistons, comme ça on va pouvoir continuer cette conversation, mais enfin les concernant, si on a autre chose à dire. Mais moi, dans mon deuxième choix, j'ai les Pistons face aux Hornets le 11 avril. Pourquoi ? Parce que ça sera les retrouvailles de ces deux franchises depuis la bagarre, la fameuse bagarre. Donc il y a une possibilité que ça soit une rencontre assez disputée, ou que ça soit aussi une espèce de gifle monumentale de Détroit à Hornets, ou l'inverse. Parce que le 11 avril, je pense que les Hornets seront encore en train de se battre pour le classement. Détroit, peut-être moins. C'est pas impossible que Détroit soit en mode on a de l'avance, donc on va peut-être reposer nos joueurs. Je sais pas encore. Ah, moi, je crois pas. Vu le calendrier de Détroit là dans les semaines qui viennent, je Exactement. pense pas. Et que s'il y a moyen, je pense, de se gérer le home court, l'avantage du terrain sur l'ensemble des playoffs, parce qu'aujourd'hui c'est en jeu pour Détroit, ouais. Il faut absolument le faire. Ah bah c'est sûr que là, ça serait complètement con de pas aller le chercher si tu as la possibilité de le faire, quoi. Ah, si tu perds le home court dans les derniers jours, c'est de la régulière, oui. c'est trop triste. Ce serait totalement dommage. Alors après, si tu as des blessures, tout ça, ne pas aller sacrifier quoi que ce soit, la santé de tes joueurs, bien évidemment, pour aller courir après ce truc-là. Je dis pas le contraire, mais effectivement, j'espère effectivement cette fin de saison sera disputée, et je pense que ces deux franchises, à ce moment-là de la saison, il y aura toutes les cases qui vont se cocher avec une promesse de bonne intensité à nous offrir. Ça se joue où ? Ça se joue à Charlotte en plus, donc je te raconte pas l'ambiance que ça va être. Et puis Charlie, moi ça y est, je commence à partir dans mes délires. Qui on va avoir au premier tour ? Et très sincèrement, si on pouvait avoir un Pistons Hornets au premier tour de cette conférence Est, mais je dis miam. Ouais. Moi, je vais. Oh là là, t'es pas. Non, mais si, l'affiche. T'es pas vendu, toi. Non, l'affiche me fait. Non, je vais t'expliquer pourquoi j'ai une réaction mitigée. L'affiche serait géniale. Ah, oui. Par contre, moi, j'ai un peu peur pour les Hornets. Les 4 derniers. Qui se fassent démonter. Non, mais les 4 derniers matchs de saison régulière des Hornets, c'est Minnesota, Boston, Détroit, New York. Moi, j'espère pour eux qu'ils seront encore dans les places du play-in à ce moment-là, hein, parce que ces 4 matchs-là, si tu te prends 4 claques et que pendant ce temps-là, les Bucks commencent à gagner quelques matchs,
tu peux même en sortir en fait du play-in, tu vois. Et moi, c'est un Ouais, peu ça. Antetokounmpo peut revenir à un moment, à tout Bah moment. ouais, donc moi c'est un peu ça qui me fait peur. Non mais sinon oui, je suis d'accord. C'est déjà toutes les occasions de voir Concanopel sont bonnes, ça y a pas de souci. En plus effectivement, ça va être intéressant de voir les suites de la bagarre, avec quel état d'esprit les Pistons vont se ramener à Charlotte, etc., etc. Mais ouais, c'est vrai que le calendrier de fin de saison régulière de Charlotte, il est difficile et attention à pas tout perdre à ce moment-là. S'ils sont toujours à la 10e place à l'Est avant ces 4 matchs-là, bah, il va falloir vraiment être solide dans les performances. Mais oui, non, évidemment, cette affiche, elle est intéressante et de toute façon, Charlotte, franchement, c'est juste une équipe qui est fun à voir, hein, on va pas se Ah, mentir. mais c'est tellement le coup de cœur de Ah cette oui. année 2026 pour moi, mais laisse tomber. Et Détroit, bah disons Laisse tomber. Détroit, ça fait 3 matchs qu'on les met là, non? Non, non, mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va poser les yeux sur Détroit, toi et moi, on en est arrivé à la même conclusion. Ça, pour le coup, on n'en avait pas parlé, toi et moi, en off, ni avant de faire cet épisode. Et je comprends, enfin, on comprend, toi et moi, que c'est une équipe sur laquelle il faut se concentrer. Ouais. Et ça ressort dans cet épisode. Parce que toi et moi, on les a mis à toutes les sauces et dans tous nos duels. Euh, mais c'est clairement une équipe aujourd'hui incontournable qui a clairement un rôle à jouer dans l'histoire qu'on va vivre en playoff. Je vois pas comment c'est possible autrement, quoi. Ouais, non, c'est clair, hein. C'est clair, et pas que dans cette campagne de playoff-là, hein. C'est une équipe qui reste assez jeune. Détroit, c'est pour des années, hein, a priori, qu'ils sont là. Ouais, et en même temps, cette jeunesse fait qu'on a encore beaucoup de zones d'ombre, on a encore beaucoup d'incertitudes les concernant. Oui, oui, c'est ça, c'est que c'est difficile d'en faire les Euh, favoris numéro 1 à l'Est. Duncan Robinson, excellente recrue. Pour le coup, lui, il apporte le shooting nécessaire à cette franchise. Mais en fait, aujourd'hui, c'est ma grande question concernant les Pistons. C'est que pour l'instant, j'ai le sentiment, dont j'arrive pas à me départager, j'ai le sentiment, à me défaire, pardon, que c'est une équipe de régulière. Et je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai encore une fois aucune certitude les concernant. C'est bien pour ça que j'ai envie de les regarder encore et encore. Je ne sais pas comment cette équipe va réagir en playoff. Parce qu'il y a des similitudes par rapport à sa construction en playoff l'an dernier, mais il y a aussi pas mal de petits joueurs satellites qui se sont greffés depuis le temps. Et j'ai vraiment hâte de voir comment la sauce va prendre. Bickerstaff, qui a souvent été critiqué pour ses gestions en playoff, Ouais. est-ce qu'il va retomber dans ses travers ou pas? Voilà, il y a plein de subtilités comme ça qu'on ne saura que quand on sera en phase finale aussi, enfin quand on sera dans ces playoffs et qui seront face à une certaine adversité. Ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est on est aussi en attente, effectivement, d'être rassuré, et notamment par Bickerstaff, hein. Moi, je suis complètement d'accord, hein. Bickerstaff, à Cleveland, de mémoire, il fait 2 campagnes de playoff. Ils perdent contre les Knicks au premier tour, et ensuite c'est Boston en 2024 qui les sort en demi-finale. Donc ouais, je suis d'accord, il faut qu'on soit rassuré là-dessus, et ça, malheureusement, on ne le sera pas avant les playoffs, c'est sûr et certain. Mm. Mais voilà, effectivement, cette fin de régulière, je pense que comme on le disait tout à l'heure, sans qu'il y ait de conclusion à tirer de quoi que ce soit, parce que les playoffs, c'est tout à fait autre chose, c'est une autre ambiance, et on ne saura rien tant qu'on n'aura pas mis les pieds là-dedans. Tout le monde qui suit la NBA depuis un certain temps sait de quoi je suis en train de parler. Cependant, il y a quand même des choses à retenir, des leçons à retenir de cette fin de saison régulière, un état d'esprit. Pareil, ça je vais en parler plus tard pour une autre équipe. Mais il y a plein de choses, plein de détails comme ça qui sont importants à retenir en régulière. Et après, on verra bien si ça va se concrétiser ou pas en playoff. C'est ta troisième affiche, Ouais. Charlie. Ouais, écoute, bah, c'est Boston contre les Knicks, et c'est... Contre les Pistons. Ah merde. Putain, J'ai là, failli ça faire la devient blague. chiant là. Vraiment, j'ai failli dire, allez, on va rester à Détroit. Non, Ah, non. ça commence à me saouler là, Charlie. Non, J'en ai marre. cette fois-ci, c'est Boston. Bah, de toute Boston Knicks. façon, ça reste une affiche de l'Est, hein, mais ouais, c'est un match. D'abord, le premier élément, c'est que c'est un match qui est le 9 avril.
Donc c'est un match de toute fin de saison. C'est un match qui Ouais. pourrait être très important d'un point de vue comptable. Aujourd'hui, les Knicks et les Celtics, ils sont au coude à coude. Cleveland revient fort derrière eux. Donc dans la course à la deuxième place, ce match-là, il pourrait vraiment compter, surtout que après ce match, Boston comme les Knicks n'auront plus que 2 matchs de saison régulière à jouer. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, l'autre élément, c'est que c'est les deux équipes qui, en théorie, avec Détroit, enfin à mes yeux en tout cas, potentiellement avec Détroit, du moins, en attendant d'être rassuré, c'est deux équipes qui sont susceptibles d'être les plus fortes aujourd'hui à l'Est en playoff. Donc forcément, c'est un affrontement que je trouve très intéressant. C'est pas une surprise pour ceux qui suivent le podcast régulièrement. Moi, je suis assez fasciné par cette saison de Boston. Donc, dans l'absolu, je pense pas rater beaucoup de leurs matchs d'ici la fin de saison, mais celui-là, je suis particulièrement curieux de le voir. Il y a eu déjà 2 affrontements entre les deux équipes, avec à chaque fois l'équipe à domicile qui s'est imposée. Ce match-là du 9, dans la nuit du 9 au 10 avril, il sera au Madison Square Garden, à New York donc. Et si Boston venait à s'y imposer, il pourrait prendre un vrai ascendant, je pense, sur les Knicks avant un éventuel affrontement en demi-finale de conférence. Affrontement qui, je te le dis tout de suite, vraiment me vendrait du rêve. Donc évidemment pour les Celtics, le rêve ce serait que Tatum soit revenu à ce moment-là, qu'il profite de la fin de saison régulière pour reprendre du rythme, même si on sait bien que quoi qu'il arrive, il sera sûrement pas à 100% en playoff, mais bon, il y a quand même aujourd'hui une probabilité assez importante qu'il revienne. On sait qu'il a fait son retour à l'entraînement d'abord avec la G-League début février. Là, je sais pas si tu as vu, il y a une société d'assurance qui a Oui, oui, sorti j'ai une vu. Ouais. pub qui le met en scène et C'est qui pas tease. c'est pas le sponsor de Boston? Si, je crois, et qui tease très clairement Mika son ou je sais pas retour. quoi. Ouais. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et finalement, même pour les Knicks, s'ils venaient à claquer des Celtics avec Tatum à quelques jours des playoffs, le boost de confiance que cela leur donnerait serait énorme pour une équipe qui a connu des vrais hauts et des vrais bas cette saison, qui a pas toujours dégagé une sérénité énorme, mais qu'on attend encore, a priori, en tout cas toi comme moi, comme une équipe forte en playoff. Et moi, j'ai un peu la sensation que ces Knicks-là sont une équipe de momentum, en fait, tu vois. Et s'ils finissent Ouais. la régulière très fort, je pense que ça peut vraiment avoir un impact sur ce qui se passe après. Et voilà, moi, j'ai toujours un peu la sensation que j'ai besoin d'avoir des confirmations sur ces Knicks. Intrinsèquement, pour moi, c'est les meilleurs de la conférence, mais c'est ceux qui ont le plus d'armes, c'est ceux qui devraient être les plus dominants, mais je suis toujours en manque de certitude avec eux. J'ai parfois l'impression que les matchs leur échappent d'une manière un peu compréhensible, que qu'ils n'arrivent pas à trouver certaines solutions quand Brunson et Towns sont sur le parquet. Enfin, voilà. J'espère que cette fin de saison, elle va aussi servir au coaching staff à trouver des solutions dans les rotations, peut-être faire alterner un peu plus Towns et Brunson plutôt que de les mettre constamment ensemble. Enfin, voilà, j'ai envie de voir tout ça. Et donc cette affiche, j'ai envie de la voir aussi parce qu'elle aura sans aucun doute un fort parfum de playoff. Je sais que parfois les équipes qualifiées mettent certains joueurs importants au repos en fin de régulière pour pas prendre de risques. Là, je peux pas croire une seconde que ça sera le cas. En théorie, il y a trop d'enjeux, que ça soit en termes de classement ou par simple volonté de marquer son territoire. Donc ouais, Boston contre les Knicks au Madison Square Garden dans la nuit du 9 au 10 avril, match immanquable pour moi. Ouais, ils se sont rencontrés 3 fois, c'est bien ça que tu as dit, hein? Euh, C'est 3 fois. 2 fois deux victoires des Knicks et une des Celtics. ok, de C'est mémoire, j'en avais ça. que 2 moi. Eh ben, ils ont joué là juste avant le All-Star Game, Ah oui, c'est celui de justement début décembre que j'avais. Oui, non, d'accord, ok. ouais, ouais, à Boston. Tout à fait. Et, et oui, non, mais enfin, t'as parfaitement planté le décor. On a déjà parlé, toi et moi, beaucoup des Celtics, et effectivement, la question de Jason Tatum, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. La probabilité qu'il revienne est quand même absolument colossale. C'est fou. Hein. Là, je veux dire, plus ça va, plus les détails, enfin, plus ça devient évident que ça se prépare, quoi. Et j'espère pour lui qu'il va revenir dans les meilleures conditions et que ça va bien se passer pour lui, très sincèrement. Pour les Knicks, je sais pas, je suis prêt à prendre un risque, Charlie, mais Ouais. j'avais pronostiqué en début de saison. Alors, les pronostics de début de saison, ça sent vraiment la fausse sceptique, ce truc. Mais, mais en fait, les Knicks, plus je les regarde jouer, et la défaite face à Détroit l'autre jour, là, peut-être que j'ai une surréaction par rapport à ça, mais que ce soit la défaite face à Détroit, même la victoire face à Houston, je j'ai l'impression que cette équipe est mal fichue.
Il y a des problèmes qui, pour moi, sont quasiment. Ça me paraît insoluble par rapport aux équipes enfin, qui sont au sommet de la NBA, quoi. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui ils appartiennent qu'ils arriveront à rentrer dans ce truc des ultra favoris. Ouais, mais alors attends, parce que les ultra favoris, du coup, on est d'accord que pour toi, ils sont tous à l'ouest. Oui, voilà, ouais. Ouais, donc en gros, si t'es Ceux fan qui des sont Knicks, incontestables, quoi. ouais, tu croises les doigts pour que les mecs à l'ouest s'entre-déchirent et que toi, tu te Oui, retrouves mais face à des tu cadavres. vois, justement, les Pistons, l'autre fois, la victoire des Pistons, je me dis que j'ai quand même beaucoup de mal à voir les Knicks se dépatouiller des Pistons, quoi. Très sincèrement, hein. Ouais, 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 non, mais je suis assez d'accord, hein. Et même des Celtics, si Tatum revient et Tatum à 80%, comme on l'a dit l'autre fois, même là, j'ai du mal à les voir s'imposer. Cleveland, c'est une autre chose, c'est encore autre chose, mais parce que là, on n'en sait rien, c'est trop tôt, il y a trop d'inconnus. Mais je sais pas. Le duo Towns-Brunson, pour moi, Ça marche pas en playoff. il y a trop de trucs qui fonctionnent pas comme ça devrait. Towns, il est trop dans ses, il fait trop toujours la même chose, des fautes stupides. Il est tellement indispensable en fait aux Knicks. C'est que quand il joue bien, les Knicks sont très durs à battre. Mais aussi le fait que son duo avec Bronson défensivement pose autant de problèmes en termes d'ajustement que je sais pas, je trouve qu'il y avait un manque de complémentarité entre les deux et c'est pas possible que ça soit tes deux joueurs principaux qui posent autant de problématiques en termes de match-up, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est ça qui me pose problème. Individuellement, ils sont très forts, mais ensemble, c'est la viabilité de ce duo est quand même hyper compliquée face à des équipes, les équipes qui sont en haut du panier, quoi. Donc ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Anunoby et Michael Bridges, c'est pareil, il y a un côté redondant dans ces deux profils, et je trouve qu'ils auraient plus besoin d'un joueur un peu créateur, justement, alors pas second créateur de la trempe de Brunson, mais je trouve que ça manque de création sur ces deux postes-là. Michael Bridges, quand tu vois tout ce qu'ils ont donné pour ce gars-là et ce qu'il produit sur le terrain, et j'adore Michael Bridges, attention, Ouais. hein, je suis fan de ce joueur-là. Ça me fait mal au cœur que maintenant il soit tout le temps jugé par le prisme de ce qu'il a coûté, ce qui est normal, hein, Ouais, attention, hein, je fais pas de reproches, mais franchement, ça fait un peu mal au cœur. mais je trouve que que ça, j'ai du mal à croire c'est pareil, ces deux joueurs-là vont apporter ce qui est nécessaire. Alors que défensivement, c'est typiquement des profils extraordinaires à avoir sur les ailes, quoi. T'as envie d'avoir ces joueurs-là et Michael Bridges a montré en playoff déjà qu'il était capable d'apporter beaucoup face aux Celtics notamment. Donc, donc je sais pas trop. Je t'avouerai que je suis un peu, Tu commences à plus trop y croire. ouais, je commence à devenir de plus en plus sceptique que cette formation des Knicks tels qu'ils sont conçus. Pour moi, il y a trop de points d'attaque pour une équipe qui, si elle a les armes pour faire perdre. En fait, c'est ça demande une énergie tellement folle pour les Knicks de battre le top niveau de la ligue. Ça leur demande d'être quasiment irréprochable. Et avec Towns, c'est beaucoup demandé, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, moi je me dis, en fait, à chaque fois que je regarde les Knicks, moi je me dis, pour que cette équipe, elle soit fonctionnelle, il faudrait que le coaching staff soit extrêmement courageux et qu'ils n'hésitent pas à faire alterner les minutes de Towns et de Brunson, par exemple. Tu vois, c'est qu'un exemple, tu vois, mais il faudrait ce genre de décision-là, tu vois. Il faudrait dire, ok, on en a marre de se faire exploser en défense, je veux dire. Donc on va prendre des mesures et maintenant, bah, Kat, tu joueras plus avec Alvarado, Jalen Brunson, bah, tu joueras avec Mitchell Robinson. Tu vois, je pense qu'il faudrait des choix de rotation beaucoup plus tranchés et j'ai peur en fait que bah, qu'ils le fassent jamais, quoi. Ouais, parce que même Mitchell Robinson vient avec des lacunes dans son Bien jeu. sûr. Alvarado, on verra bien ce que ça donnera. Pour le coup, je maintiens que c'est un pic extraordinaire. Ah ouais, c'est génial. Bah, Pour, il euh, s'est très bien adapté, hein. ah oui, bah, de toute façon, on l'avait dit hein, pendant la trade deadline. On avait dit Alvarado, ça va devenir
la mascotte des Ouais, Knicks. le chouchou, ouais. Et ça a pas manqué, ça a pas manqué, ça s'est passé quasiment immédiatement. Mais je sais pas. En fait, il y a toujours la deuxième phase de la médaille avec cette équipe. Toujours quelque chose. Tu donnes d'un côté, ça reprend de l'autre. Et voilà. J'aimerais me tromper parce que j'adore cette équipe. J'adore le Madison Square Garden en playoff. J'ai envie de voir cette équipe réussir, très sincèrement. C'était mon pic pour aller en finale Ouais, bah ouais, je me souviens, ouais. en début de saison. Mais je vois trop, je vois trop de choses qui collent pas en fait. Et Towns, je m'arrache les cheveux à chaque fois avec lui. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est un peu, il changera pas, Karl Anthony Towns, il changera pas. Il fait toujours ses fautes à la con, Qu'est-ce qu'il est frustrant, qui bordel. sont totalement pas nécessaires, loin du ballon, il se passe rien, il fait sa faute. Et il met le coaching staff dans des positions impossibles. Et t'es là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais réfléchis, bordel. C'est pas possible, quoi. Ouais. Et tu vois, même au-delà de ça, son entente avec Jalen Brunson, j'ai l'impression que ces deux joueurs-là, t'es pas obligé de kiffer ton coéquipier, tu vois, mais je trouve qu'il y a pas une alchimie réelle, quoi. Ouais, ouais, Entre non, eux. mais. Je le sens pas, j'ai pas l'impression que ça match vraiment, quoi. Non, mais Kat, Et en c'est un des termes de joueurs les plus jeu, et en frustrants. termes d'affinité, même personnelle, tu vois. Ah ouais, ouais, non, mais je vois tout à fait. Ouais. Moi, je te dis, pour moi, Karl Anthony Towns, c'est un des joueurs les plus frustrants de la NBA. Mm. Enfin, c'est l'intérieur parfait en termes de profil, mais il lui manquait un truc, c'est un Il a, cerveau. Enfin, il a tellement tout pour lui, ce mec. ouais, bah sauf Il a un ça en fait, shoot, il a le sauf le physique, QI en fait, quoi, ouais, sauf le QI basket. Et encore une fois, c'est clair. alors ça sonne hyper méchant ce que je viens de dire, et je veux pas dire Oui, qu'il parce est qu'on a idiot, l'impression tu qu'on le vois. prend pour un Non, débile profond, alors que c'est pas le cas, tu vois. c'est pas le cas, mais dans ses décisions en défense, parfois c'est Mm. vraiment le cas. En fait, il a un manque d'un point de vue stratégique. C'est pas un joueur qui est capable de faire de comprendre stratégiquement qu'est-ce qui est nécessaire pour l'équipe à un instant T, à un instant crucial, quoi. Ouais, mais enfin Et attends, des fois, il va prendre des décisions et tu te dis, mais gars, mais comment tu peux croire à un seul instant que ça va bien se passer, ce que tu es en train de faire? mais c'est ça, C'est c'est que ça, sûr et certain que tu vas droit dans le mur, mais là. oui, mec, ça fait plus de 10 ans que t'es en NBA. C'est Ces clair. situations-là, ça fait plus de 10 ans que tu y es confronté quasiment toutes les nuits, par pitié, je veux dire, tu vois, prends des réflexes de réagir d'une manière différente, quoi. Et t'as des fautes, ouais, c'est surtout des fautes, des fautes défensives Ah qui oui, c'est sont, vrai. qui t'arrachent les cheveux, quoi. Ouais. Bref. Voilà. Dernière équipe. Il est temps qu'on arrive Ouais, à la fin. on s'est bien fait plaisir sur 4. On peut passer à Ouais, la suite. il a pris cher, le pauvre. Écoute, il y a peut-être un monde où les Knicks vont nous faire mentir et très sincèrement, je serais pas malheureux si c'est le cas. Le dernier duel pour moi, c'est le Thunder face aux Nuggets. J'espère que ces deux équipes seront en pleine possession de leurs moyens. Ça sera dans la nuit du 10 au 11 avril. Euh, que tout le monde sera là à ce moment de la saison, que la lutte du classement les poussera à jouer leur meilleur basket. C'est un duel qu'on attend tous depuis l'affrontement en playoff la saison passée. Les Nuggets ont été présentés comme la principale menace d'un éventuel back-to-back du Thunder en raison de leur expérience, parce qu'il y a eu cette série en 7 matchs en demi-finale de conférence, alors que les Nuggets avaient un effectif décimé par les blessures, que d'un certain point de vue, ils se sont renforcés à l'intersaison et donc on s'est tous dit ah mais attends mais clairement les Nuggets ça y est ça va regarder le Thunder droit dans les yeux, mais très sincèrement actuellement Ah, Denver n'affiche pas du tout le visage d'une équipe qui est capable d'aller au bout. Et j'ai bien saisi le côté, il y a des blessures, l'importance de Aaron Gordon, je suis premier à le dire. Hein. Peyton Watson, il est pas là, et patati patata, ça ok, explique très pas bien. tout. Mais il y a un moment, il y a une question d'attitude sur le terrain. Et là, l'attitude face aux Warriors l'année dernière, et depuis le retour de Jokic dans l'effectif, me gave. Ça me gave. C'est pas du tout l'attitude d'une équipe qui est capable de faire quoi que ce soit. Je suis désolé, ils ont toutes les cartes en main, mais dans le clutch,
Auparavant, c'était une équipe qui était très forte dans le clutch, et là, ça s'écroule en permanence, ça rate des lancers francs dans tous les sens. Alors, ça perd des matchs au ras des fesses, hein, mais ça perd les matchs. Et là, l'attitude face à Golden State l'autre fois, c'est inadmissible, Charlie. Inadmissible. Et quand tu vois l'absence de Jokic, où pour le coup, il y avait une vraie envie de jouer, les joueurs se défonçaient pour essayer de combler l'absence de Nikola Jokic, et ça faisait plaisir à voir. J'étais premier à fanfaronner, à te dire ah, t'as vu comment ça joue bien à Denver, c'est incroyable. Ils tiennent la baraque, alors que je pensais qu'ils allaient vraiment galérer à ce moment-là. Et ben mon Dieu, heureusement qu'ils ont tenu la baraque à ce moment-là, parce qu'ils sont dans le risque de dégringoler au classement. Et très sincèrement, ce qu'ils sont en train de montrer sur le terrain, c'est pas digne d'une équipe qui prétend jouer quoi que ce soit de significatif en playoff. Je suis extrêmement déçu. Alors peut-être qu'à ce moment-là, ils se seront auto-mis un coup de pied dans les fesses, et peut-être qu'on les verra un peu plus réveillés et prêts à en découdre, et que Aaron Gordon sera enfin de retour, et que ils auront rectifié le tir. Mais là, s'ils ne montrent pas un minimum d'urgence dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, faut arrêter de se leurrer, quoi. Très sincèrement. Bah ouais, hein, bref, en fait, déjà, on va pas se mentir, on est un peu dans il y a un petit côté culture de l'instant, mais c'est vrai que là, Oui, oui, totalement. Mais moi, bon, je l'ai vu il y a quelques heures à peine, le match face à Golden State, et franchement, à l'instant T, j'ai même du mal à imaginer cette équipe-là aller en finale de conférence. Alors évidemment, on va pas tirer des conclusions pareilles sur un échantillon aussi limité, mais franchement, qu'est-ce que c'était moche dans l'envie, dans l'intensité, dans la défense face à une équipe, c'est même pas défensivement, bis. c'est une honte. Ah, mais C'est c'est une honteux. honte absolue. 76 points encaissés à la mi-temps, mais c'est terrible. Et surtout, en fait, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement impressionnant dans ce match, c'est la différence de mentalité et d'état d'esprit entre les deux équipes. Mais franchement, il y avait une équipe qui jouait sa vie, et il y en avait l'autre qui en avait rien à péter. Exactement. Ouais. Et franchement, même Jokic, alors oui, la feuille de stats, elle est magnifique, hein, 35 points, 20 rebonds, et ça, c'est magnifique, c'est fou, mais c'est pas possible d'être aussi peu investi, c'est pas possible de faire aussi peu d'efforts. Franchement, genre, et honnêtement, sur le match d'hier, moi je suis désolé, les absences sont pas une excuse. D'abord parce que Golden Non. State était dans un état encore pire. Ensuite parce que franchement, quoi, deux de tes meilleurs défenseurs sont absents, bah défonce-toi encore plus que d'habitude, essaye de compenser, bouge-toi le cul en fait, fais pas ça, genre fais surtout pas ce qu'on a vu la nuit dernière. Donc, bon voilà. Il y a une complaisance qui est Ouais, insupportable. ouais. Du Donc style, attends, oh quoi, on joue l'équipe F des Warriors. Ok, vas-y, on va faire à moitié les efforts, et puis on verra bien ce qui se passera. Ah merde, putain, ils rentrent leur tir à 3 points. Ah, c'est chiant, merde. Bon, bah on va corriger le tir en deuxième mi-temps. Ce qu'ils ont à peu près fait. Ils étaient devant au troisième quart-temps. Je me suis dit bon, ils ont un peu corrigé le tir. Ils ont décidé d'être sérieux au moins pendant 24 minutes. Et non, quatrième quart-temps, c'était un tapis de sol, les gars, quoi. ouais, C'était grotesque. Et puis dès qu'ils voyaient Jokic en phase 2, ça balançait à 3 points, parce qu'ils savent très bien que le gars, il allait pas faire le close-out dans les temps. ouais, Soit tu as Podziemski. soit t'as un problème de schéma défensif, soit tu as un problème d'effort, soit c'est les deux. Mais tu ne peux pas être complaisant dans cette ligue. C'est pas possible. Et tu peux pas te dire, là on est fin février, c'est maintenant qu'il faut jouer au basket, les gars. C'est maintenant qu'il faut réagir, et se mettre en ordre de marche. Ouais, c'est ça. C'est pas une fois que tu arrives en playoff que tu lances la machine. Croire que ça va se passer comme ça, c'est une grave erreur. Non, Et c'est ça. descendre là, ils ont pas d'avance, hein. Là, ils ont un match d'avance sur le sixième, sur Minnesota. C'est-à-dire qu'ils ont encore deux défaites consécutives. Ils peuvent dégringoler sixième place, et pire si ça continue, s'ils continuent avec leur attitude à la con, sachant que leur calendrier à eux est hardcore jusqu'à la fin de la saison. Ils ont énormément d'équipes qui sont en train de batailler pour les playoffs qui attendent. Donc, Ouais, non, mais c'est clair, hein. très sincèrement, c'est. Enfin,
ça m'a ulcéré ce match face aux Warriors. J'essaye de garder le sens d'une certaine perspective en me disant bon, je sais que cette équipe peut corriger le tir. Ils ont une expérience, ils ont un effectif en quel je crois foncièrement, viscéralement. Je veux croire en cette équipe. Mais là, tu regardes les prochaines rencontres, ça va être Boston, Oklahoma, Minnesota, après t'as Utah, après t'as les Lakers, les Knicks, encore Oklahoma, Houston, San Antonio, encore les Lakers. Et en fin de saison, tu termines la saison avec 2 matchs à San Antonio et un match face au Thunder. Ouais, non, mais c'est clair. En fait, cette période, elle va nous en dire beaucoup aussi sur le leadership qu'il y a dans cette équipe, parce que tu dis, il faut se mettre un coup de pied au cul, mais se mettre un coup de pied au cul, ça arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Il va falloir que les leaders prennent les choses un peu en main, qui haussent le ton. Évidemment, il faut absolument qu'Aaron Gordon puisse revenir et qu'il soit capable d'enchaîner, mais dans l'absolu, tout à fait. Dans l'absolu, voilà, c'est cette affiche, tu l'as dit en préambule, Denver OKC, c'est l'affiche qui représentait la finale de conférence que beaucoup imaginaient, voire même que beaucoup rêvaient, parce que c'est les 2 équipes qui semblent les mieux armées à l'Ouest. Mais voilà, c'est sûr que ce qu'on voit en ce moment de Denver, ça n'incite pas forcément à l'optimisme. Après, bon, encore une fois, on est très impacté par les matchs récents des Nuggets. Rien ne dit que dans plus d'1 mois, on en soit toujours là. En théorie, il vaut même mieux qu'ils aient un passage difficile maintenant et qu'ils règlent leurs problèmes d'ici la fin de saison régulière. Ce serait l'idéal. Mais c'est sûr que là, ce qu'on voit en ce moment de Denver, c'est pas rassurant. Et franchement, ouais, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir, et j'espère qu'ils vont réagir. J'espère aussi qu'ils vont réagir, parce que franchement, on aimerait bien avoir des bons playoffs quand même à l'Ouest, quoi. Je veux dire, entre les Nuggets où qu'on reconnaît pas, les Rockets qui n'ont pas de meneur, les Lakers qui je pense que la dernière fois que les Lakers sont défendus, Kobe Bryant était encore joueur. Enfin, voilà, il faut peut-être là pour le moment, quand je regarde tu vois, le top 6 à l'Ouest, je me dis franchement, si OKC est dans la lignée de ces derniers playoffs, ils ont un boulevard, quoi. Les Timberwolves qui se sont fait éviscérer par les Sixers. Ouais. Non, l'Ouest, il faut se bouger là. Hein. Faut se bouger à l'Ouest. Moi, je te dis, effectivement, j'ai bien conscience que je réagis sur l'instant, mais s'il y a un truc que je supporte pas, et s'il y a un truc que j'ai retenu depuis que je suis fan de cette ligue, c'est que tu ne peux pas te permettre d'avoir l'attitude que les Nuggets ont démontré sur le parquet des Warriors la nuit dernière. Après, si tu regardes le calendrier, franchement, ce passage-là était grotesque pour les Nuggets. C'est-à-dire ils sortaient d'un back-to-back vendredi, samedi, en sortie du All-Star Break, et ils jouent dimanche. Pour eux, c'est un match en matinée, quoi. Je veux dire, c'est une espèce de chicane de la mort absolue, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est important de souligner aussi que ce passage du calendrier pour Denver ne les met pas dans les meilleures dispositions pour être bon. Et face à Portland, ils ont été tout à fait convaincants. Donc, mais là. Ouais, là, c'était moche. Tu peux perdre un match. Pour moi, il n'y a pas de problème tu peux perdre une rencontre parce que effectivement, il n'y a pas d'énergie, t'as pas les jambes ou je sais pas quoi. Ok, il n'y a pas de problème. L'attitude compte. Et là, l'attitude, je l'ai trouvée misérable. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Je suis bien d'accord. Moi aussi, ce match m'a vraiment saoulé. Ouais. Tu dois absolument attaquer la sortie du All-Star Break. C'est là où on va comprendre un peu qui sont les équipes sérieuses et qui ne l'est pas. Très sincèrement. Donc on verra ça. T'as vu, je termine stressé, Charlie, ce podcast. Je suis contrarié. Ouais, non, mais oui, je sais que t'étais pas content là. Ouais, je te l'avais dit. Ouais. Merci Charlie pour m'avoir accompagné. Bah écoute, avec plaisir. Ouais. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast NBA Corner. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à vendredi. Ciao, bye bye.